Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30 minutes. Depuis dimanche, les régions de France font la une de l'actualité. Quel mouvement va prendre la tête de notre région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne et avec quelle assemblée? À quelle dose droite, gauche et FN vont-ils recueillir vos suffrages? Serez-vous nombreux aux urnes pour ce deuxième tour? Les réponses dimanche soir. D'ici là, pourquoi ne pas vous intéresser à la vie locale en regardant Mosaïque? Avec l'agglo, plus belle la vie. Dans cette édition, nous commençons par un retour sur l'essentiel de l'info. Élection régionale après un premier tour favorable au FN, le PS a décidé de ne pas se rallier aux Républicains ce dimanche. Mosaïque laisse aujourd'hui la parole aux candidats de l'arrondissement. La position de la direction de Smart est désormais claire, l'avenir du site est remis en cause par la direction. C'est la fin des négociations collectives et les salariés sont appelés à se prononcer individuellement au pacte 2020, c'est le plan B. Ils l'ont fait, le Sarreguemines FC a battu en Coupe de France Dijon, le leader de la Ligue 2, rien que ça, et devant 1 millier de spectateurs. Prochain match contre Valenciennes, encore une équipe de Ligue 2. Nous finirons entre les lignes avec Gérard Saleron, auteur du Sacrilège au duché de Lorraine. Bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, pour demain, la matinée débutera sous la pluie, mais les perturbations s'estompent au fil de la journée. Les températures iront de 2 à 5 degrés le matin et de 7 à 10 degrés l'après-midi. Demain vendredi 11 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête au Chantal. Le soleil nous accompagnera de 8h17 à 16h33. Et dans notre séquence nature, je vous propose une démonstration d'élagage d'arbres. Regardez. Il y a un penchant vers la ligne, il faudrait le ramener du côté là pour que ce soit plus pratique pour le client et pour nous pouvoir le couper en entier. Donc pour gagner du temps et de l'effort, on l'attache en une fois avec une corde. Et la particularité c'est que là on a fait un mouflage. C'est pour démultiplier la force, quoi. On doit mettre les arbres à 5 mètres sur les côtés du dernier fil et 3 mètres en dessous minimum. On essaye de faire plus, là on est plus loin. Et on voit bien que le saule là il est en fin de vie, il est pourri, il y a un risque qu'il tombe sur la ligne avec un coup de vent, quoi. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et c'est parti pour l'essentiel de l'info. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors la présence de Smart sur notre territoire a permis de créer quelques 6000 emplois en 20 ans. Aujourd'hui, place à l'inquiétude, Jean Birkel nous plante le décor. Quel avenir pour Smart à Ambach? Question sérieuse que pose le pacte 2020. Ce pacte a été pensé par la direction de Smart France pour améliorer la compétitivité de l'usine. Pour faire simple, l'usine de Ambach fabrique la version 2 places. À Novo Mesto en Slovénie, l'usine Renault fabrique la version 4 places, sensiblement identique à la nouvelle Twingo. Problème, produire à Ambach représenterait un coût supplémentaire de 500 € par véhicule. Alors 500 € de plus par véhicule, la direction du site met le veto sur l'avenir en quelque sorte. Pas encore, mais en tout cas se pose effectivement la question de l'avenir, la question de délocaliser ou pas. Alors il y a eu les discussions autour du pacte 2020 qui sont en cours depuis 6 mois. Les négociations collectives ont pris fin. Elles avaient été bloquées par le refus de la CGT et de la CFDT, donc les deux syndicats majoritaires au sein de l'entreprise. Du coup, la direction a lancé son plan B. En l'occurrence, les salariés sont appelés à se prononcer individuellement sur le pacte 2020 par un avenant à leur contrat de travail. Les premiers viennent de signer hier. Il faut que 75% des salariés signent cet avenant à leur contrat de travail pour que la direction puisse mettre en place le pacte 2020. On va peut-être rappeler que ce pacte 2020 prévoit un passage progressif et provisoire aux 39 heures jusqu'en 2020 avec un retour aux 35 heures en 2021. Et on aura la réponse la semaine prochaine. Normalement. Alors nous savons tous combien pèse Smart en termes d'emploi et aussi de
Financièrement, pour la casque, dans le budget de la casque, alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a une inquiétude, c'est sûr. Bien sûr, alors une inquiétude parce que c'est une entreprise phare du secteur. Après, c'est aussi le symbole de l'Europol. Mais pour le territoire, il ne s'agit pas seulement de sauvegarder ses emplois, il y a aussi toutes les retombées qui en découlent. Alors il y a bien sûr la consommation dans le local, des familles, des salariés, les taxes qui sont payées aussi par Smart. Et puis, Smart, ce n'est pas que l'usine de production en elle-même, il y a tous les fournisseurs, les équipementiers qui gravitent autour et dont Smart est parfois un très gros client, voire quasiment le seul. Donc on comprend bien l'inquiétude de Roland Roth, président de la casque, et de Céleste Lette, député maire. D'ailleurs, ils sont intervenus dans un communiqué. Voilà, ils ont en fait envoyé un communiqué de presse pour que les médias relayent à la population, mais plus spécifiquement aux salariés, puisque très concrètement, dans ce communiqué, ils en appellent à la responsabilité des salariés. Eux espèrent que plus de 75% vont signer, et en tout cas, c'est ce qu'ils leur demandent. Et la rue aussi, à son avis, on regarde le micro-trottoir. Pour les syndicats, c'est très mauvais. Bon, il y en a qui sont pour et qui sont contre. S'il continue Smart, c'est fini. Je sais que dans mon entreprise aussi, on nous demande de travailler plus pour gagner moins. Si je devais travailler là-bas, je pense que je serais pour les 39 heures. C'est peut-être la solution à laquelle il faut passer pour pouvoir préserver l'emploi. Pour les employés, ça serait bien de rester à 35 heures. Le syndicat devrait réfléchir à 2 fois. Mais si c'est compliqué pour eux d'aller à 39 heures, mais d'être sûr d'avoir du boulot pendant une paire d'années. Je pense que c'est une situation qui touche pas mal d'entreprises en France, quoi. Et on passe au régional. Après un premier tour favorable au FN, le PS a décidé de ne pas se rallier aux Républicains ce dimanche, une triangulaire donc. Et oui, et cela a fait bien sûr les gros titres de l'actualité, y compris nationale, depuis dimanche. Jean-Pierre Masseret avait annoncé et déposé sa liste pour le second tour dès lundi. Dans la foulée, 71 de ses colistiers ont voulu se désister. Ils ont enregistré leur rétractation en préfecture de Strasbourg, mais mardi à 18h, moment de clôture, ils n'étaient pas assez nombreux pour pouvoir annuler cette liste pour le second tour. Il y aura donc 3 listes dimanche. Alors dans l'ordre des scores du premier tour, la liste du Front National menée par Florian Philippot, la liste d'Union de la droite et du centre menée par Philippe Richer et la liste de gauche menée par Jean-Pierre Masseret, à qui la rue de Solferino a retiré l'investiture PS. Et Mosaïque a laissé la parole aux candidats de l'arrondissement. Oui, en fait, il faut respecter des règles bien strictes et donc on a décidé d'accorder 1 minute 30 de temps de parole à chacune de ces 3 listes par la voix de candidats locaux. Alors on va commencer par Michael Weber et Angèle Duflot, qui sont tous les deux candidats PS sur la liste de Jean-Pierre Masseret. Les vrais enjeux ont été un peu occultés. On vous l'a dit, ce qui intéresse aujourd'hui les concitoyens lorrains, alsaciens, champardonnais, c'est leur vie quotidienne. Comment mes enfants vont-ils pouvoir aller au lycée? Comment mes enfants vont-ils être transportés? Comment est-ce que je vais trouver près de chez moi des maisons de santé, des services publics de proximité? Comment est-ce que je vais pouvoir avoir accès à la culture? Comment est-ce que je vais trouver du travail, puisque le chômage est aujourd'hui ce fléau que nous devons combattre? Eh bien, toutes ces choses-là ont été un peu occultées et non dites dans cette campagne. Aujourd'hui, avec le peu de temps qu'il nous reste, il nous faut apporter tous les éléments dont la population aura besoin pour pouvoir comprendre les enjeux de cette campagne. Que nos concitoyens nous disent qu'il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche. Et je pense que de se maintenir, c'est de montrer que s'il y a une différence fondamentale de valeurs, de positionnement, de stratégie politique sans doute, de projet auprès de nos concitoyens entre la droite et la gauche. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'au-delà des titres que l'on regarde un peu rapidement, des convictions effectivement ou des préjugés que l'on a, que les gens aillent aussi regarder de près les documents électoraux qui sont envoyés. Plus personne ne les lit. Que les gens regardent et comparent les programmes politiques et les bilans pour se faire une opinion. Et que surtout, ils se mobilisent, puisque plus de 50% ne se sont pas déplacés, qu'ils se mobilisent dimanche prochain pour décider et pour voter. Moi, je ne voterai pas Front National. Et on ne pourra pas m'imputer demain peut-être la présence ou que la région soit au Front National. Alors on voit Michael Weber très remonté, très convaincu, alors qu'à un moment, il avait hésité à suivre Masseret. Alors, c'est pas qu'il a hésité à suivre Masseret, c'est que autant Angèle Duflot a été convaincue d'entrée de jeu qu'il fallait maintenir la liste, autant il y a eu une discussion au niveau du PS pour décider ou pas de maintenir la liste. Au début,
il était pour le retrait de la liste, pour faire un front républicain. Mais à partir du moment où ils ont voté, où ils ont décidé de maintenir la liste, bien évidemment, il était complètement avec Jean-Pierre Masseret et dans la campagne. Le FN en tête au premier tour, il a obtenu un score très élevé sur l'arrondissement. Éric Bauer, candidat sur la liste de Philippot, nous apporte son commentaire. Nous sommes actuellement dans l'entre-deux tours des élections régionales pour l'élection de l'Assemblée de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Cette fusion, personne ne l'a voulu. Ni les régions précédemment citées, ni les citoyens de ces régions. Nos adversaires n'ont pas pu l'empêcher. Notre adversaire Philippe Richert voulait garder l'indépendance de l'Alsace et a échoué. Si nous sommes élus, nous nous attacherons à conserver l'identité des 3 précédentes régions dans la nouvelle Assemblée ainsi créée. On sent qu'il y a actuellement une dynamique forte. On sent que les gens ont envie de changement. Jusqu'ici, et depuis plusieurs dizaines d'années, ils ont voté alternativement UMP, PS, sans que ça change grand-chose dans leur vie quotidienne. Nous représentons actuellement la seule véritable alternative aux politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant. Nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté, engagés au service de nos semblables. Nous ne voulons pas faire quelque chose contre telle ou telle catégorie de gens, mais pour l'ensemble des gens, sans distinction d'origine ou de nationalité, à condition qu'ils s'intègrent et respectent les règles. Voilà pourquoi nous sommes engagés, et voilà ce que nous ferons si nous sommes élus, ce dont je ne doute pas. Le commentaire de M. Bauer. Alors, le PS restant en course, finalement, il favorise la position du FN pour ce deuxième tour. Alors, pas forcément, et quoi qu'il arrive, ça contrecarre le FN à moyen et à long terme, parce qu'en fait, c'est le fait de retirer sa liste qui aurait quelque part joué le jeu du FN, qui dénonce depuis des années maintenant ce qu'il appelle la politique de l'UMPS, et notamment à chaque fois qu'il y a des barrages de ce type qui sont faits contre lui sous forme de front républicain. Voilà, il nous reste à écouter Nicole Muller, elle est candidate sur la liste de Philippe Richert. Alors, je voudrais tout d'abord remercier bien évidemment les électeurs qui ont voté pour la liste portée au niveau régional par Philippe Richert et par Patrick Weiten, liste sur laquelle unissons nos énergies. Je mets toute mon énergie à défendre les thèmes qui nous porteront. Je suis une élue de proximité. Je porterai des thèmes qui seront pour défendre notre territoire, notre histoire, notre région. C'est les thèmes sur le transfrontalier qui me semblent absolument importants, sur la culture, sur la langue du voisin, le bilinguisme, sur notre langue régionale, sur les transports, sur le rail, sur la ligne Beach, Sarreguemines Beach et l'Alsace, sur les jeunes, sur leur formation, sur l'apprentissage. Je suis portée également à vous dire, ne vous trompez pas de cible. Le Front National et Florian Philippot n'est pas un élu du territoire, ne connaît pas la proximité. Nous avons cette capacité de vous entendre, de vous comprendre et de vous dire ne vous abstenez pas non plus. Vous avez ce dimanche à voter pour la liste Unissons nos énergies. Je mets toute ma détermination, tout mon engagement pour cette liste portée par Philippe Richert et par Patrick Weiten. Voilà, on a entendu toute la détermination de Nicole Muller. Alors la bataille va être rude pour Philippe Richert, qui sans doute espérait le retrait de la liste PS. Alors, il l'espérait peut-être, toujours est-il qu'il n'a rien fait pour, ni proposition de fusion, ni reprise de certains points du programme. Et puis, la bataille n'est pas forcément si dure que ça, puisqu'il a énormément de soutien, y compris au niveau national, y compris de la part de pontes de la gauche qui appellent à voter pour lui. Mosaïque est désormais diffusée sur le canal 30, parmi une mosaïque de chaînes locales sur Orange. Fin de l'essentiel de l'info. Merci Julia. Bon week-end. Alors restez avec nous. Marianne nous emmène entre les lignes du dernier ouvrage de Gérard Saleron. Beauty Success à Sarreguemines, c'est un grand choix de parfums, de maquillage, de soins du corps et du visage, d'accessoires et de conseils. Laissez-vous guider par nos experts parmi les plus grandes marques de parfums dans notre boutique colorée et accueillante. Pour les fêtes, découvrez nos coffrets de Noël et nos nombreuses idées cadeaux. Beauty Success à Sarreguemines, bien-être et belle humeur.
Spécialiste en café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir ses nombreuses nouveautés. Entouré des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neos en chocolat, Ediard en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux, et bien sûr ses cafés fraîchement torréfiés, votre boutique Gürtner vous aide à composer de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, votre marchand de saveurs à Sarreguemines et Forbach. Du 28 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions de plein air, spectacles de marionnettes, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo place du marché et de nombreuses animations surprises organisées par les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite, Eastpak et bien d'autres encore. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Du 29 novembre au 20 décembre, la magie de Noël s'installe chez les commerçants de Sarreguemines. Jouez et gagnez chaque semaine des tablettes numériques, des bons d'achat et bien d'autres lots. Profitez de l'ouverture les dimanches de 14h à 18h et de la soirée nocturne animée par Sébastien de Radio Mélodie, vendredi 18 décembre. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Bienvenue chez Chocolat. I'm a cool kid riding down the streets. I'll build all this by myself. But you talk too much, I can see the ambush. Can only reply on myself. I'm not that person anymore. Well, keep me on the floor. My mind is split, don't help around. So wanna become a man. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Le SFC est remonté à bloc. Après avoir piégé le leader de la Ligue 2 en Coupe de France, les faïenciers reçoivent Haguenau en championnat. Plus de sport, c'est samedi à 18h, en direct sur Mosaïque. Et on continue ce 30 minutes avec l'auteur de Sacrilège au duché de Lorraine. Gérard Saleron réécrit et raconte cette histoire aux intrigues politico-religieuses sous les traits d'un imprimeur messin. La Phalange du Saint, c'est la nouvelle mouture, une version enrichie de nombreux faits historiques et d'explications du narrateur. Entre les lignes avec Marianne Gabriel. Avec Virge Menuiserie, votre maison devient tendance. Là, ce qui me plaît dans l'approche historique, c'est surtout de mieux connaître ma ville et puis d'apporter quelque chose aux autres. Surtout, d'apporter quelque chose aux autres. Il fait partie de ces hommes qui préfèrent les silences. D'une vie tumultueuse plutôt mondaine, des ennuis de santé l'ont amené vers une autre vie diamétralement opposée. Son histoire bascule avec celle des Nouvelles Galeries de Sarreguemines qu'il dirigeait de 1978 à 1986 et dont le fondateur n'était autre que son père. C'est ainsi que Gérard Saleron commence sa vie d'écrivain d'histoire locale en retraçant celle des Nouvelles Galeries. La rencontre avec Didier Hemert sera déterminante. Didier est en quelque sorte mon mentor. C'est lui qui m'a amené à la recherche. C'est lui qui m'a tout appris on va dire, du métier, entre parenthèses, ou entre guillemets, du métier de chercheur. Cet intérêt pour l'histoire locale le taraudera et ne le lâchera plus. Gérard Saleron est mordu. Après son livre sur les Nouvelles Galeries, il récidive avec André Roche, Maire malgré lui et la libération de Sarreguemines,
et Sarreguemines par la plume et le pinceau. La Lorraine du XVIe siècle lui inspirera son premier roman, Sacrilège au duché de Lorraine. Le passé permet peut-être de réfléchir sur ce qui se passe dans le présent. On s'aperçoit malgré tout que tout revient, sous des formes peut-être différentes en fonction de l'évolution de la société. Mais sur le fond, tout revient. Pourquoi un livre sur Émile Hubert ? Gérard Saleron confesse, après son dernier roman, Sacrilège au duché de Lorraine, il lui fallait un os à ronger. C'est Didier Hemert qui lui propose de coécrire un ouvrage sur Émile Hubert. Ce travail à deux m'a apporté énormément de choses, surtout une certaine humilité devant les difficultés. Sur ce travail, nous étions très complémentaires, puisque Didier me dirigeait sur les pistes de recherche et ensuite nous étions tous les deux en mesure d'analyser les trouvailles. Très vite, le personnage d'Émile Hubert dans cette époque très particulière de la seconde partie du XIXe siècle le séduit. C'est un homme qui s'est retrouvé dans un contexte tout à fait particulier, à savoir qu'il est arrivé à Sarreguemines, il a créé une entreprise sous le régime de Napoléon III et tout d'un coup tout a basculé et on s'est retrouvé dans une Lorraine annexée. Ce qui fait que le personnage a dû s'adapter à la situation. Et Émile Hubert a parfaitement réussi et je trouve que ce personnage est intéressant et non seulement le personnage est intéressant, mais la période me paraît particulièrement intéressante. Le voilà parti, Gérard Saleron se lance pendant 5 ans dans un véritable travail de détective qui le mène à fréquenter les archives départementales des 4 coins de l'Hexagone pour étayer ses recherches et reconstruire le puzzle d'une vie. On finit toujours par trouver un petit quelque chose qui, heureusement, va nous permettre d'avoir une ou deux nouvelles pistes et puis ça repart. La démarche claudicante et discrète, l'homme derrière son demi-sourire espiègle joue d'un pouvoir d'autodérision qui surprend et charme. Mais avant tout, Gérard Saleron est un cérébral passionné et son esprit cartésien lui confère une aisance dans les chroniques historiques. Il a déjà entamé son second roman, dont l'intrigue se déroule au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Bonjour à tous. Depuis l'an 1098, Saint-Nicolas-de-Port détient une phalange de l'évêque de Myre qui devint le saint patron de la Lorraine en 1477. Le 23 avril 1516, alors que les travaux de la grande église sont en cours et déjà fort avancés, on découvre la disparition de la phalange de Saint-Nicolas. À mes côtés, Gérard Saleron, auteur du livre « La phalange du saint ». Bonjour Gérard. Bonjour Marianne. Alors le roman est axé autour de la disparition de cette phalange de Saint-Nicolas, alors une disparition qui nous plonge dans le duché de Lorraine du Moyen-Âge. Tout à fait. La disparition est une affaire d'église qui va très vite devenir une affaire d'État. C'est en fait le contexte qui le veut, dans la mesure où, d'une part, au niveau religieux, nous sommes dans la période de l'émergence de luthéranisme, et d'autre part, pour le duc de Lorraine, il importait absolument qu'il défende son duché, entouré d'un côté par le royaume de France et de l'autre par le Saint-Empire romain germanique. Voilà pourquoi ça peut déstabiliser le pouvoir en place. Tout à fait. Alors les reliques, il faut reconnaître, avaient une très grande importance au Moyen-Âge et un culte qui n'est, selon certains, pas étranger à la fracture protestante au moment de la Réforme. Oui, parce que Luther avait proscrit les reliques et c'est une des thèses principales de Luther. La relique de Saint-Nicolas provient d'un larcin qui est commis en 1098 par le chevalier Aubert de Varangéville dans la basilique de Saint-Nicolas à Bari. Alors les reliques faisaient l'objet d'un trafic qui était soutenu par l'Église ? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'était presque indispensable
dans la mesure où il fallait absolument amener le maximum de gens dans les églises. Le trafic, il est soutenu par l'Église, mais il est très lucratif aussi pour Saint-Nicolas-de-Port, parce que Saint-Nicolas-de-Port est devenu la ville commerciale. La capitale économique. La capitale économique de la Lorraine. Tout à fait. Et ça a duré pendant peu de temps. Ça a duré 2 siècles. Et la basilique, qu'est-ce qu'on peut dire de la basilique qui a été construite également? Oui, pour protéger la relique. Uniquement pour protéger la relique. Oui. Puis bien sûr, pour en faire un pèlerinage. Et qui a ramené tous les marchands. Qui ramenait jusqu'à 400 000 personnes à Saint-Nicolas-de-Port à cette époque, ce qui est considérable. C'était certainement le pèlerinage de l'Europe du Nord la plus importante. Metz est une ville libre du Saint-Empire tous les samedis, le marché. Écoutez. Nous sommes à Metz en juillet 1551. Chaque samedi matin, Jean flânait au marché. Éclairé par Rabelais, il se nourrissait de cette atmosphère agréable qui s'en dégageait. Il s'enivrait de la multitude des senteurs de fruits, primeurs et fleurs. Il se plaisait à effleurer et palper les étoffes, découvrir les ouvrages de broderie et de dentelle, humer les flacons de toutes les couleurs, tout cela l'émerveillait. Les éventaires de boudins, jambons et cochonailles de toutes sortes l'attiraient, mais aussi ceux de poularde, de chapons et canards, de cailles et faisans, de sangliers et chevreaux. L'ambiance de négoce, quelquefois de troc, souvent fait de palabres, de polémiques et de querelles, l'amusait. Il appréciait la dextérité des jongleurs, se plaisait à ouïr les amuseurs, les conteurs, ménestrels et astrologues, à regarder les pitres, mais surtout à écouter le bourdonnement des tête-à-tête, des tractations et des commérages. Il aimait pénétrer ces émotions populaires, écouter les propos des paysans comme ceux des Messins. Gérard, vous avez choisi ce passage. Alors Metz, c'était une ville commerçante. Et le jour du marché, c'est très coloré, c'est très bigarré, mais c'est aussi l'endroit où les informations circulent. Oui. C'est là où la rumeur circule. Et c'est là où la rumeur circule. Alors, la rumeur est sans doute le plus vieux média du monde. C'est une arme redoutable aussi dans votre livre. Tout à fait, parce que c'est en fait la trame du livre. Oui. La trame du livre, c'est cette fameuse rumeur qui court le duché et qui fait croire que cette relique vient d'être volée. Le narrateur est Léonard Capelle. Qui est Léonard Capelle? Alors, Léonard Capelle est un imprimeur messin qui est sorti de mon imagination et qui va donc raconter, sous la forme d'un récit, cette fameuse histoire du vol de cette relique par on va dire, des anarchistes luthériens qui veulent absolument faire en sorte que le duc de Lorraine soit déstabilisé. Et Léonard Capelle est un descendant de Guillaume, celui qui a volé la relique. Ah, peut-être, peut-être. C'est ce qu'il dit en tout cas. Alors vous travaillez beaucoup aussi sur l'histoire locale avec Didier Hemert, c'est une passion? Oui, l'histoire locale est certainement une passion. Et actuellement, je travaille sur les rues de Sarreguemines. Depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Gérard Salleron, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc je rappelle que votre livre, on peut le trouver dans les librairies locales, La Phalange du Saint, et on peut le trouver également aux archives. Oui, bien sûr, et à la médiathèque. Et à la médiathèque. Merci beaucoup et à très bientôt entre les lignes. Au revoir.